Ok. Et voilà, on finit comme as. Ouais. Alright. Ça va, t'as une playlist? Pas une playlist, j'ai une ou deux vidéos de vlogueurs marocains que je regarde pas, mais que je sais qu'ils sont bons. Oh, le deuxième acte, c'est tout sur Marrakech. Ce qui s'est passé récemment. On est capable de l'ahmaq. On est capable de l'ahmaq parce qu'en 4 semaines, tu vois la vitesse vertigineuse à laquelle tout a été finalisé et bouclé et les conditions dans lesquelles l'événement lui-même s'est déroulé. Top du max, l'ahmaq comme si on avait bossé dessus 12 mois non-stop. Depuis que je circule en vélo, déjà là avec tous ces sens interdits ou travail, etc., on commence à avoir une circulation de psychopathe en heure de pointe. C'est clair. Je me déplace beaucoup plus vite en vélo et tu aimes beaucoup plus aller faire des trucs en médian. Elle rigole et la prof elle arrête le cours, elle fait non ça y est, baisse tout de suite, vous allez vous lever tout de suite, vous allez me dire pourquoi vous rigolez. Regarde, faites-nous rire tous. Tu fais de la joute en kayak et tout le monde y rame et toi t'es comme ça sur le truc, ouais. Des fois tu dors, t'as des vibrations fantômes, t'entends je devrais checker, allez. Je fais comme ça, tac, en fin de compte il y a rien. Il y a une notification de que ça va rien. J'en débite des trucs, man. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, yes. Chef de la Ligue. Yeah. On est en direct de Kesh Lab, c'est Salim Akoum ou Moukas. Avec Nabil Skili. Moi je l'appelle Nabil Skili Bong, mais en fait on l'appelle Nabil Skili. Et voilà, aujourd'hui on va faire un podcast sur Marrakech, on va parler des nouvelles, de ce qui se passe. Et je vais interviewer notre ami, qui est une personne en fait que je respecte beaucoup et qui me fait hyper marrer. Il me fait trop marrer tout le temps en fait. Moi je suis un gros partier festivalier depuis quelques mois. Et je le vois très souvent et il met toujours une ambiance de malade. Ça j'adore. Donc voilà, c'est mon co-hôte pour ce podcast, le Kesh Podcast. Alors moi je voulais pas l'appeler Kesh Podcast, mais lui il a une meilleure idée. Comment tu disais déjà? J'en débite des trucs, man. Vrai, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, j'ai trouvé l'idée géniale à ça. Alors qu'est-ce qui se passe à Marrakech? Déjà il fait hyper beau, le beau temps arrive, on a eu une pluie de malade. Il faisait trop moche, il a plu de ouf. Et là d'un coup ça s'est dégagé, il fait hyper chaud. Maintenant il fait chaud, ça y est. Ranger le ptaniyat, c'est retour de la chaleur. Larguer les amarres, et ça fait trop plaisir. les artémuses. Il fait super beau. On a refait le mur de Kesh Lab, donc j'espère qu'on a un beau setup. Dites-nous ce que vous en pensez. Donc voilà. Alors on va parler des news de Marrakech. C'est quoi les derniers trucs que tu as fait à Marrakech qui t'ont vraiment plu, dont tu te souviens? Par où commence? Je dirais le dernier en date. Coup de cœur peut-être pour l'Art Fair qu'ils ont fait 154, 154. C'était pas la Galerie des Mines? Entre autres. Il y a eu des events entre le musée et Saint-Laurent, c'était essentiellement à la Mamounia. Ah ouais. C'était un consortium, je pense, d'une quinzaine de galeries d'un petit peu partout dans le monde qui sont dédiées plus ou moins exclusivement à l'art africain. Ah yes, oui j'en ai entendu parler. Voilà. J'ai raté ça, j'ai vu que c'est la Galerie des Mines et c'était juste énorme en fait parce qu'ils ont compilé beaucoup d'artistes, beaucoup de styles différents sur plusieurs étages. Un monde de fou, de très beau monde. J'étais impressionné, moi j'avais même pas prévu de me retrouver là-bas et c'était génial. Ouais. Et ça fait plaisir de voir ça, parce qu'on sait que la Biennale a été annulée, donc on voit que ça continue quand même la vibe artistique à Marrakech. On a commencé en fait, mais j'ai oublié de présenter notre ami, me présenter moi-même. Je vais d'abord te laisser te présenter Nabil Skilibon, parce que en parlant un peu, j'ai réalisé que je le connaissais très peu. Moi je le connais grâce au milieu de la fête, mais il a un background assez particulier. Moi en fait, pourquoi j'aime beaucoup ce monsieur, c'est parce que déjà en fait, c'est une des rares personnes à Marrakech qui a fait une TED Talk. J'ai vu sa TED Talk et ça demande des boules franchement de faire une TED Talk, en plus de rapper sur la TED Talk. Donc moi de là ça me fait avoir beaucoup de respect pour lui. Après ensuite j'ai appris qu'il a fait des vidéos pendant la Coupe du Monde qui s'appelle Nabil au Brésil, qui est très populaire apparemment, j'ai des amis qui regardent encore des épisodes. Et voilà, mais maintenant je vais te laisser te présenter toi comme toi tu te présenterais. Comme moi je me présenterai, yes. Ce que j'aime dire, bon déjà je suis le fils de Rachida Ahmed, je suis né en 1984. Donc ça va, j'ai perduré quelque peu, ça fait plaisir. Et ingénieur informatique de formation. Mais on va dire que 2 ans après un pseudo début de carrière en tant que chef de projet chez Maroc Téléservices, j'ai viré vers les métiers de l'événementiel. J'ai bourlingué un petit peu partout autour du Maroc, j'avais pas vécu au Maroc pendant 5 ans. J'ai commencé à redécouvrir les festivals et tout, j'étais pas là pendant la période de la Naïda. La Naïda, c'était vraiment une période clé au Maroc et malheureusement, j'étais pas ici. C'est quoi cette période? J'ai envie d'entendre. La Naïda, la Movida, il y a un film, La Movida, qui retrace justement les débuts de essentiellement le boulevard. Et je ne sais pas si tu as entendu parler de l'affaire des satanistes, que les métalleux, les gens qui faisaient grave, qui a été condamné ou quelque chose. Ouais, exactement.
Et ben, c'est ce qui a justement, on va dire, marqué le début de la période de la Naïda, où est-ce qu'il y a eu de plus en plus d'événements, de festivals qui ont été faits par les jeunes, pour les jeunes, en tête, le boulevard, les Z13. Arrête, j'y étais pas non plus, donc ça me fait un peu d'histoire, merci. Et voilà, donc du coup, après, depuis, ben, de fil en aiguille, des petites missions de production, de traducteurs-interprètes pour différents événements, certains plus institutionnels que d'autres. On va dire que j'ai travaillé avec les Nations Unies, le Festival Timitar, le Festival des Arts Populaires. On a monté un collectif en 2010-2011 avec Si Mohamed Smij de Hmarou Bekher, Marahachak, Festival Adnaf Ma'arif. Le collectif s'appelait DC7, Dir Chi Haja. C'était Smij, DJ Van, Abdelhaq Liussi, le sculpteur, Moran Belhassan qui fait du graffiti. Excellent, putain, la team. Mehdi Zam, Kamel a dit ça. D'accord, bon, on va passer maintenant à la période actuelle. Maintenant, le Nabil, ce qu'il est bon, où est-ce qu'il en est? La question qu'il fallait pas poser à Nabil. Ben, on va dire que, bon, j'ai monté un truc, je te jure, être un super bon vivant. Je kiffe la life. Ça se voit. Je suis quelqu'un de très joyeux. Pas de nécessairement heureux dans l'idéal, dans la mesure où il y a des hauts, des bas, mais positive attitude dans tout ce que tu entreprends. Et ça fait que quand tu passes de bons moments, et ben tu les kiffes au max. Et quand c'est un petit peu la merde, on va dire, et ben tu gardes une tête claire sur les épaules pour un petit peu affronter les aléas de toute mission que tu entreprends. Il y a un an, j'ai cofondé Rack Électronique. Yes. On organise des teufs. Des grosses teufs. Électro. Moi, j'ai des super souvenirs des racks. En fait, moi, une de mes meilleures parties, c'était justement la rack à Ajnan-Lodge. Avec, il y avait Sweeties, il y avait une DJ meuf blonde qui m'a trop fait triper. Comment ça s'appelle? Sand. DJ Sand, quelle tueuse, la belle. Comment j'ai été nice, j'ai dansé de ouf, c'était magnifique. Donc, moi, je te remercie de faire monter la vibe de Marrakech. Top. Et là, dernièrement, là, ça fait même pas un mois, je lance une web TV. Bon, j'ai déjà lancé, là, on en est au 2e épisode. Nabil Skili, ça gravite autour de ma personne et je m'invite à des endroits, à des événements. Je vais découvrir des plans à Marrakech. Je vais aller faire la fête, je vais aller visiter un vernissage, faire des interviews avec les gens. Donc voilà. Top. C'est une présentation très exhaustive, franchement, tu gères. Moi, personnellement, je m'appelle Salim Moukas, je suis cofondateur de Cash Lab. Je fais aussi beaucoup de vidéos sur internet, j'ai commencé dans le gaming, maintenant je fais aussi quelques vlogs. Et on commence aussi à recevoir des commandes vidéo pour des compagnies, etc. Donc voilà, un peu en train de lancer une start-up des médias, une petite start-up de médias à Marrakech. Et moi j'ai appelé cet endroit Cash Lab parce que j'aime cette ville et parce que je veux promouvoir la création artistique à Marrakech. Alors, la plupart des gens qu'on aide, en fait, c'est des gens qui veulent des gens qui ont du talent ou qui ont des nouvelles techniques, qui veulent se mettre en avant devant les Marrakechis. Et c'est ce qu'on les aide à faire grâce à des vidéos, grâce à des pubs Facebook. Voilà, je crois que les présentations sont faites. On va passer à la partie 2 qui est les bons plans de Marrakech que peu de gens connaissent. Parce que là, on est là pour parler de Marrakech. Je vais demander déjà à Nabil parce que lui, il a beaucoup bourlingué. Je sais qu'il s'est parlé d'un peu partout. Et il a sûrement beaucoup de bons plans que peu de gens connaissent. Qu'est-ce que tu dirais de ça? C'est vaste, un bon plan. C'est vaste, ouais, mais qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui visite, tu vois? Pouf, je conseillerais faire tout, marche, cours. Nous passer un coup de fil et de traîner avec nous pendant 24-48 heures. Déjà, on commence par ça. Alors, imagine, ils sont 20 000. Non, 20 000. Non, je rigole. Vas-y, les bons plans. Allez. Écoute, déjà un bon plan, c'est pas nécessairement quelque chose que personne ne connaît. Mais c'est peut-être le bon endroit au bon moment dans la bonne vibe. Ok. Un bon plan, je ne sais pas, par exemple, lorsqu'il y a une effervescence artistique autour de Marrakech, c'est sûr que tu vas aller prendre ton apéro, par exemple, au Keshmara, pour aller rencontrer un certain type de personnes à Marrakech pour une certaine chose. Si tu rentres de soirée à 6 h du matin, le bon plan aussi, ça peut être... Jumelim ou bien Ju'atman pour ton pédokhlia, etc. C'est clair. Un autre bon plan en journée en Médina, c'est que en Médina, en fait, il faut sortir des sentiers battus. Il y a la place Jamefna qui est vraiment bon, cette place phare et patrimoine mondial de l'UNESCO, etc. Mais il y a aussi plein de petites places en Médina que les gens ne connaissent nécessairement pas. La place de Ferblantier ou ma préférée qui est la place des épices. C'est comme des mini Jamefna et c'est par thématique.
Donc chaque place, elle a son thématique. Le fer blantier, c'est Nas qui travaille dans le hadid, etc. La place des épices, comme son nom l'indique, ils font le kouem. Donc tu as le henna, tu as des épices, mais tu as aussi des gens qui font des petits chapeaux, etc. Et tu as plein de petits cafés, de petits restos tout autour, très sympa. Génial. Ça me fait trop bien d'en parler de ça parce que en fait, je vais rarement en Médina, comme j'habite en ville. Et moi, j'ai pas eu l'occasion de bien connaître ces endroits. Le bon plan à Marrakech du moment, pour moi en tout cas, c'est circuler en vélo. Depuis que je circule en vélo, déjà là avec tous ces sens interdits ou traverses, etc., on commence à avoir une circulation de psychopathe en heure de pointe. C'est clair. Je me déplace beaucoup plus vite en vélo et tu aimes beaucoup plus aller faire des trucs en Médina. Là par exemple pour ma web TV, je suis parti enregistrer des trucs au 18, je suis parti à Château, etc. Quand tu es en vélo, tu es beaucoup plus décourdi, tu vas aller faire tes repérages, tu vas aller faire des petits allers-retours, des petites courses, tu circules super bien en vélo à Marrakech. Tu fais avec ton matos et tout sur ton vélo? Ouais, non, mon caméraman en fait, il a une petite moto. Donc il débarque avec la moto, caméra trépied. Moi je suis déjà là-bas avec mon vélo. Génial. T'as trop raison pour les sens interdits. La circulation à Marrakech, c'est vraiment... Moi j'essaie d'éviter de prendre la voiture parce que, surtout dans les heures de pointe, donc j'essaie de faire le maximum à pied. Mais voilà, t'es assez limité à pied, donc je vais pas très loin à part le centre-ville, et donc la Médina, très très rarement. Mais bon, très intéressant franchement d'entendre ces bons plans. Viens Kelchoum, reste assis. Surveille surtout celle-là. Pour les bons plans de Marrakech, moi ce que je recommande surtout c'est les jardins en fait. Bien sûr le jardin de Cyberpark qui est vraiment un des meilleurs à Marrakech. Mais aussi un que très peu connaissent, c'est le jardin Cactus Tieman. Ça j'arrête pas d'en parler. C'est vraiment une tuerie et moi je suis fier d'avoir ça à Marrakech. C'est quelque chose qui devrait nous rendre fiers et pourtant très peu de gens connaissent. C'est un jardin de cactus gigantesque, presque 7 hectares. C'est fait par un passionné, ça fait 50 ans, 60 ans qu'il ramasse des cactus. Et ça fait que quelques années, peut-être un an ou deux, que l'endroit est public. C'est ces enfants qui ont repris l'endroit, qui l'ont rendu public. Et voilà, il y a une sélection mais énorme. Roselyne et Magda Tieman. Exactement, Roselyne et Magda. Et comment il s'appelle? Zoé. Zoé c'est le chien, il faut trop triper. Ouais. Bref, franchement, bravo à Cactus. Qui se situe où? Qui se situe sur la route de Casa, à côté du stade. Après le stade, il faut prendre le rond-point et revenir, et prendre sur la droite. Et voilà, renseignez-vous. Comme si on va chez Ali Benfilla. Je crois en fait, ça fait tellement longtemps que je suis pas allé là-bas. Dans les autres bons plans, moi j'adore franchement l'envers, pour prendre un verre, parce que j'adore en fait la musique. Et surtout peut-être je suis bias parce que en fait je revois tous mes amis du lycée en fait là-bas de ma génération, peut-être vraiment c'est juste moi. C'est un apéro super propre pour le prix et la musique aussi. Ouais. Je dirais, je sais pas, tu peux prendre un pot à 20 dirhams dans plein d'endroits à Marrakech, mais tu n'y vas que parce que le pot est à 20 dirhams. Tu ne vas pas nécessairement pour une direction artistique ou pour un contenu. C'est clair, moi j'y vais surtout en fait, pour les gens que je rencontre sur place. C'est-à-dire tu prends un verre à 20 dirhams et tu rencontres des gens, c'est des relations à des millions de dirhams. C'est ça ce que je veux dire. Ah, bon plan aussi, tu sais quoi, il y a un truc au bout de la rue, c'est la rue du Cash Burger et tous ces trucs. Ouais. Il y a une nana qui s'appelle Zohra, qui a ouvert un petit snack. En fait, quand tu passes à côté, tu as toute cette ruelle où est-ce que tu déjeunes à 50, 60, 70 dirhams et plus. Et tu arrives devant elle et tu vois quoi? Tu vois pita truc 15 dirhams. Tu vois fajita 15 dirhams. Tu vois un autre truc 20 dirhams. Et ça fait tellement low cost, en fait, jamais tu franchis pas, tu dis, ça doit être de la bouffe infecte. Et pas y croire. Et tac, tac. Et ben en fait, quand tu essayes, c'est super potable. C'est super bon et pour le prix, je t'assure que tu seras bluffé. Ça, tu me donnes faim. Zohra. Z-O-H-R-A apostrophe S. Dans la ruelle de la bouffe. Moi, je l'appelle la ruelle du Boujma. Lui, il m'a fait penser à la bouffe. Franchement, un autre bon plan où je vais très souvent, c'est Mona, la cuisine de Mona. C'est de la cuisine libanaise à Marrakech, mais c'est un délice. Si vous allez là-bas, franchement, goûtez les jawanais. Jawanais avec du hummus, c'est vraiment un délice. Moi, je prends que ça en fait, et j'arrive pas à m'arrêter. Donc bravo Mona, je te salue, c'est du lourd. Franchement, continue comme ça. Et voilà, dans les autres bons plans, j'ai pas trop d'idées. Il y a des... En fait, il y en a énormément, tu vois, c'est vrai que c'est... Coucher de soleil à Gafay, par exemple, juste avant-hier. On était posés, entre potes, Yorman, il reste 1 heure avant le coucher du soleil, puis on prend une voiture, on trace à Gafay. Bonne idée. On a pris la route 30 minutes. T'es au milieu du désert d'Agafay. Le désert d'Agafay, c'est une bête de campagne marketing en fait. Parce que toutes les années 90, on ne connaissait cet endroit, c'était le Khla. Ouais, c'est clair. Après, ils sont venus, ils ont fait un bivouac, ils l'ont appelé le désert d'Agafay. Donc nous, les Marrakech, on se regarde entre nous le désert, mais ils se foutent la gueule de qui? Et c'est devenu trop classe. Mais en fait, et maintenant, ils ont créé un désert. Ils l'ont créé. Et maintenant, ben voilà, t'as des étrangers qui viennent. Oh yeah man, we're going to the desert. We'll be back tonight.
Hein? On disait, we're going to the Agafay Desert. Ah, that desert. Ils ont trop bien rebrandé le désert là. Top. Rebranding. On avait fait en 2014 une performance là-bas pendant la Biennale qui avait cartonné. On avait emmené près de 1000 personnes. J'étais en fait directeur de logistique pour la Biennale 2014 et 2016. Et il y avait une performance de cet artiste russe, j'ai oublié son nom, Chouma. Mais bon, les gens s'en souviendront. Il a créé comme un arche de Noé. Au milieu de nulle part à Agafay, une structure immense en bois, bambou, d'une grande arche, super grand bateau, au milieu d'Agafay. Et après, il y a eu un hajjaj. Et pile poil à la fin de la biennale, l'hajjaj il est venu, il a tout soufflé, il l'a emmené. Et nous, on était en panique, putain, l'œuvre de l'artiste et tout, shit. Mais quand on est parti lui dire, il m'a dit, mais c'est parfaitement dans le contexte de la chose, c'est que ça devait être une œuvre éphémère. Ça retourne dans la poussière. Voilà, tout, et c'est revenu aux éléments. C'est parfait. Il était trop content. C'est clair, et ça fait comme s'il y avait un cycle. Voilà, vive les gèges. Excellent. Bon, ok, bon, les bons plans, je crois qu'on a fait le tour. On n'a pas fait le tour, là. On n'a pas du tout fait le tour, c'est clair. Mais je voulais en fait parler un peu des grosses fêtes, parce que moi j'adore faire la fête, les parties, et lui il est vraiment là-dedans. C'est quoi les meilleures fêtes à Marrakech selon toi? Bon, tu fais la rack électronique bien sûr, mais à Marrakech, c'est quoi? Quels sont les meilleurs événements où on peut écouter de la musique électronique? Tu sais, c'est tout le temps, j'ai toujours trouvé, c'est des pop-up. C'est des trucs, si on ne t'en parle pas, tu ne le saurais pas. Je vais peut-être pas en communiquer trop parce que c'est dans l'esprit justement de cette communauté, mais bon, notamment on pourrait mentionner déjà les premiers qui m'ont fait kiffer depuis que je suis rentré au Maroc des États-Unis, c'est le collectif FMR. Okay. FMR, les frères Edni, Soufiane Hamza, yeah. Donc, soirée éphémère, c'est des soirées à thème. Chaque fois, on découvre un endroit différent. Tu ne connais jamais l'endroit jusqu'au dernier moment. C'est vraiment super. FMR Experience. Génial. Deuxième plan, les soirées d'Amin Bendriouche. Je connais pas. C'est ça. Ouais. Amin Bendriouche. ABCB. Amin Bendriouche, couture and bullshit. And bullshit? Ouais. C'est notre société, man. Couture and bullshit. Ouais. C'est la meilleure. Amin Bendriouche, he's the man. Aussi de la famille Ahmarou Bekher. Il fait ses propres vêtements, etc. Il a pas mal bourlingué à l'international, mais il organise aussi des super soirées. D'accord. Très très lourd. Moi franchement je suis resté un peu je crois mainstream par rapport à ce qu'il dit. Moi les fêtes qui me montent le plus déjà c'est celles de la RAC, mais bon c'est assez rare, assez éparse. Et celles de la Morocco Loco quand elles viennent à Marrakech, parce que vraiment là, franchement grosse éclate. J'adore en fait ces événements parce que déjà la musique est excellente, super bonne musique, ils se mettent dans des super beaux endroits, souvent de source. Et tu trouves des Marocains de partout dans le Maroc, ça qui est génial. Ouais. C'est-à-dire des Marocains viennent de partout dans le Maroc pour la loco. Donc la dernière fois j'ai trouvé un groupe de gens de Kenitra, plein de gens de Casa, j'ai trouvé très peu de gens de Marrakech, juste un groupe de filles là, Ambre, Yasmine, etc. Je vous salue au passage. Et voilà, j'adore en fait trouver d'autres Marocains qui aiment la musique électronique à ce genre d'événement. Et je trouve la loco, c'est une des rares qui le fait. La loco, déjà, c'est pas l'une des rares, c'est parmi les premiers. Parce qu'il y a eu toute la vague Rhythms of Peace, c'est les premiers, on va dire, festoches, etc., qui sont venus, qui ont préparé plus ou moins le terrain, qui ont amorcé les choses. Ouais. Après, la loco nous a permis aujourd'hui de pouvoir proliférer en tant que collectif, etc. Dans le sens où, aussi, même à ce jour, même si la loco, maintenant, ils ont 8 ans, je pense, je viens de souffler leur 8e bougie, si je ne m'abuse, mais il y a encore tout à faire. Il n'y a pas encore de part de marché à partager, plutôt qu'il n'en reste à créer. Dans le sens où, si vraiment tu as envie de te faire plaisir et que tu es à Kenitra, c'est pas comme si tu vas choisir, mais est-ce que je reste à Kenitra faire la teuf ce week-end ou est-ce que je fais ceci, cela. On en observe de plus en plus, mais sur certains week-ends, ça bouge pas partout dans le Maroc. Donc c'est vraiment, c'est par défaut. Et la loco contribue vachement à ça. Dans la mesure où c'est une super grosse communauté, nationwide, voire même internationale. Là où il y a une loco, on se pointe. Mais on aimerait bien aussi voir, il y a de plus en plus de collectifs. Il y a aussi les soirées de la Curious aussi qu'il faut mentionner, qui ont débuté l'année dernière. Les soirées Curious aussi, c'est sympa, à plus petite échelle, mais il y a un cachet, il y a une direction artistique, il y a de la bonne zik, etc. Il y a des thèmes. Donc c'est un peu, je prends le soleil. Ouais. Donc du coup, ouais. T'as les plugin souls aussi.
Ah yes. jeunes collectifs, etc., qui envoient, mais une fois de plus, il y a encore tout à faire. Il y a nos amis des apéros électroniques, de Tuesday, de récréation, Party like Hashimoto. Il y a plusieurs collectifs, mais on n'est pas suffisant pour qu'il se passe des trucs tout le temps. Donc il y a encore tout à faire. Donc on va continuer à faire. Et dans un esprit aussi de confrérie. Donc voilà. D'accord. On fait du mieux qu'on peut dans tout ce qu'on peut avec n'importe qui le désire. Excellent. Maintenant, je voulais parler un peu en fait de comment se porte la ville récemment, parce que tu vois qu'il y a énormément de changements au niveau par exemple, de la circulation. Depuis la COP 22, en fait, les voiries ont été améliorées, des routes ont été refaites, ils mettent de la signalisation, des dos d'âne. Je trouve que on a l'impression qu'ils sont en train de moderniser la ville et vraiment c'est vraiment appréciable. C'est-à-dire on voit la différence par rapport à il y a 5 ou 10 ans, c'est vraiment franchement énorme. Des petits jardins de plus en plus. À côté de moi, il y a un nouveau jardin qui est vraiment stylé. Et franchement, je trouve ça super. C'est vraiment une bonne direction. Est-ce que tu le vois toi aussi ou est-ce que c'est juste moi? Ouais. Ouais. Bon, tu remarques de la peinture rouge et blanche sur les trottoirs. Ouais. Quand tu la mets, c'est normal. Tu remarques quand on change un sens interdit. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que dans certaines sphères, il y a des gens qui vont te reposer, dans le sens où, comme tu l'as souligné, c'est comme si la COP 22 il a marqué ce truc où est-ce qu'on a repeint tellement de trucs, retapé tellement de choses, ça a été comme le moment où est-ce que du jour au lendemain on a remarqué vraiment un changement qui s'est amorcé aussi à la dernière minute. Man. Le chantier COP 22 il est parti en mode 4 semaines avant la COP 22, pouf, c'est parti à une vitesse fulgurante. Ouais. Moi, j'ai géré les OP grand public et à l'intérieur du village pour l'Agence française de développement. Donc mes clients, c'était le gouvernement français. Et j'étais un petit peu immunisé par rapport au stress des productions des équipes marocaines ou de tous ceux qui bossent avec les Marocains parce que pour eux, c'était... Quand tu voyais de loin, tu disais, man, c'est impossible, ce village ne sera jamais prêt en matière de... La vérité, j'ai douté. Mais à culpa, je me suis dit, wow, on frôle le fiasco. Eh ben, man, on est capable de l'ahmaq. Wow. On est capable de l'ahmaq parce qu'en 4 semaines, tu vois la vitesse vertigineuse à laquelle tout a été finalisé et bouclé et les conditions dans lesquelles l'événement lui-même s'est déroulé. Top du max, l'ahmaq, comme si on avait bossé dessus 12 mois non-stop. En 1 mois, on a accompli énormément. Donc moi, ce qui me fait plaisir, ça veut dire qu'on est capable de faire plusieurs choses. Maintenant aussi, moi, je garde en tête, et c'est aussi à travers plusieurs discussions avec des officiels et tout, t'as beau parler de voirie, d'infrastructure, où on parle de problèmes qui nous touchent nous directement, pénétration de la technologie, start-uping, etc. Mais il faut garder en tête aussi que le Maroc est essentiellement encore à ce jour un pays rural, que tu as encore des endroits qui n'ont pas d'eau potable, que tu as des problèmes dans des villages, dans des zones super enclavées, etc. etc. Donc le vrai Maroc, c'est pas pour que tu puisses traverser le chantier, mon frère. Déjà, il faut que le chantier, déjà, il arrive à plein d'autres endroits. Et ça, nous, on ne le voit pas, parce qu'on est dans notre cocoon urbain. Et c'est pas ça le vrai Maroc. On a le Maroc qui est piloté par un pôle qui ne représente pas la majorité du Maroc. La majorité du Maroc, c'est la Robia, mon frère. C'est des zones agricoles, c'est des zones rurales, c'est aussi certaines zones encore enclavées. Donc tu penses que on voit ces modifications surtout dans les grandes villes. Est-ce que tu penses que c'est pas vraiment le cas dans les zones rurales? Non, je sais pas, je ne suis pas à même de juger. Je me dis juste si des fois on a l'impression que ce changement s'opère de manière trop doucement dans notre environnement à nous, peut-être qu'il se passe des autres choses dans des autres endroits qui ne nous concernent pas, mais qu'il se passe des choses et qui ne peuvent pas ne faire que autour des pôles urbains. Donc si des fois tu as dit que la frustration, ouais, il y a des choses qui changent, ou là, ouais, ça change pas assez vite, etc. Le Maroc est un énorme chantier qui est en cours. Et des fois, on le remarque et ça fait plaisir. Des fois, on voit que rien ne bouge et on commence à râler. Mais peut-être que ça bouge tout le temps dans plein d'endroits et que tu as dit au Ketna de temps en temps. Ouais. La COP 22 était un super exemple. Moi. Donc, on peut dire que la ville se porte plutôt bien. Ouais, le Maroc se porte bien par rapport à l'Afrique, on est au max. Le Maroc se porte bien par rapport à l'Afrique, c'est clair que c'est un des pays qui pop le plus. Alhamdoulilah. On est vraiment au top, mon frère. Tu as trop raison. C'est juste il y a quelques jours, il y a Adil qui me parlait de l'état de l'Algérie. En fait, il a vu un film à l'Institut français sur l'Algérie. Il a réalisé qu'en fait, on était tellement bien d'avoir déjà la sécurité, d'avoir autant de liberté au Maroc.
autant de créativité, je trouve ça que c'est clair. Moi aussi, je suis vraiment reconnaissant d'être dans ce pays, alhamdoulilah. On est surtout stable, hein. Ouais. On a bon, ça se frite de temps en temps. Mais alhamdoulilah, on n'est pas dans un pays sous un régime militaire, etc. Hein. Ouais. Après, on a de la chance. Alhamdoulilah. Et je voulais aussi parler en fait de la recrudescence des nouvelles énergies. Parce que récemment, j'ai fait des vidéos pour EcoPassibat, qui est une boîte qui propose des énergies, des solutions pour économiser l'énergie, par exemple des panneaux solaires, des chauffages au biomasse. C'est une technique que je trouve vraiment très intéressante, surtout que comme nous on a tellement de soleil, c'est vraiment, ça va de soi qu'on devrait avoir en fait des panneaux solaires partout, pour avoir de l'énergie gratuite. Et je trouve ça vraiment génial qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'intéressent à faire ça, par exemple construire en terre, parce que c'est un matériau local qui est beaucoup moins cher à ramener que le béton, etc. Des panneaux solaires, le chauffage biomasse, les piscines qui se filtrent avec des plantes, vraiment des techniques que qui font un peu science-fiction, et en fait c'est vraiment au Maroc, c'est déjà là. Donc je trouve ça vraiment super qu'on soit autant en pointe à ce niveau-là. Il n'y a pas que EcoPassibat, j'ai été contacté par d'autres boîtes qui font des choses similaires. Donc voilà, je trouve ça vraiment génial. Quelque chose à dire là-dessus, Une fois de plus, hein, on surfe la vague COP22. Parce que même tout ce truc tourisme responsable, etc., les gens du domaine hôtelier, etc., ils sont au courant de ces technologies, déjà ça fait 10 ans. Mais pourquoi investir dans quelque chose qui est déjà très très onéreux au début et le retour sur l'investissement ne se fait que bien plus tard, tu n'amortis cela que sur plusieurs années. Mais si les législations en vigueur te permettent d'opérer avec une infrastructure existante sans te faire taper sur les doigts, eh ben, des fois, un business model n'a pas nécessairement d'éthique, si tu vois ce que je veux dire. Donc tu peux savoir que la technologie, elle existe, mais si sur papier ton business il tient la route, pourquoi tu vas te prendre la tête? Tu vois ce que je veux dire? C'est maintenant, avec cette COP22, etc., je pense que ça a remis ça plus à la page. Et aussi, ça a motivé les gens qui voulaient justement investir dans ce domaine, mais qui n'étaient pas sûrs que, comme des EcoPassibat ou d'autres, c'est des gens aussi que je connais, que j'ai eu la chance de côtoyer, etc. Jalal, Simon, etc. C'est des gens super vifs, super intelligents, super actifs et très très bons dans ce qu'ils font, dans les métiers du bâtiment, etc. Mais à un moment, tu aurais parfaitement pu ouvrir un showroom ou commencer à vendre ces énergies renouvelables. Tout le monde sait ce que ça peut faire, mais tu ne trouverais pas de clients. Parce que va aller convaincre, entre guillemets, un moule shkara, ou bien une structure existante, ou bien quelqu'un qui est le Marocain lambda d'une certaine époque, de dépenser 100 000 pour une structure qui va te générer ton propre électricité, alors que tout ce qu'il a à faire, c'est demander le magana et payer 200-300 dirhams par mois. Il va se dire, ouais, pourquoi, frère, les 10 000, je les amortis pas sur je sais pas combien d'années. Ouais. C'est vraiment pour les gens qui voient les choses à long terme, qui ont les moyens aussi de s'offrir ce genre de technique. Moi aussi, je pense qu'il y a une prise de conscience par rapport à Marrakech, parce qu'on voit vraiment, je sais pas, les saisons qui se décalent, c'est quelque chose que de plus en plus de gens remarquent, le manque d'eau, Ça c'est rigolo, les saisons qui se décalent, déjà on est trop jeune pour parler de ça. Je sais pas, mais je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence du jeu quand je grandissais à Marrakech et maintenant. C'est des cycles, man. Je sais pas, l'homme... Ça c'est très subjectif. Ouais. Peut-être que c'est vraiment juste ma perspective. On est conditionné là de l'adra. Déjà depuis que t'es gamin, t'es قال لك المراكشي اللي ما عمره ما كذب تيكذب جوج المرات في العام. En hiver, ما عمرنا ما شفنا هذا البرد. En été, ما عمرنا ما شفنا هذا الصيف. C'est limite devenu des tics de langage. Sérieux, tu penses qu'on avait des chaleurs pareilles il y a 10-15 ans? Man, il faut pas qu'on regarde the big picture alors qu'on est juste un consortium de molécules, man, et de cellules, etc. On est insignifiant sur l'échelle planétaire, man. C'est vrai. Peut-être qu'on n'a pas assez de recul, t'as raison. Mais on a ce qui dépend de nous directement. Les émissions carbone, oui. Oui, c'est nos émissions carbone. J'aime pas après les gens vont dire ouais mais les vaches elles pètent, elles aussi elles truc. Qu'est-ce que t'en sais, man? On gère ce qui nous concerne nous directement, que les trucs passent et tout, on doit s'adapter déjà à un certain niveau de la Terre. La Terre, c'est que ça fait 4 saisons, là ceci, cela, il faut qu'on soit flexible, élastique, il faut qu'on développe nous nos habitudes de consommation, etc. autour de ça. C'est pas on va venir, yo mec, putain, les saisons commencent à se décaler, viens,
on les redécale ici. Ou bien on refait monter la température de la Terre. Non, c'est si la température elle va tomber, man, il faut que tu te couvres. Si la température Bien sûr, il faut monte, s'adapter, je suis parfaitement et d'accord. tu te mets torse nu, man, et tu prends 3 touches. C'est pour ça que je dis que ces nouvelles techniques, c'est une manière de s'adapter à ces changements. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir de l'énergie gratuite, pour pouvoir avoir de l'eau, tout simplement, et du chauffage. Oui, mais il faut parler de ce qui va concerner l'individu directement. Parce qu'à force de ressasser ces discours, on nous a dit d'abord les trous dans la couche d'ozone, ceci, cela, on te projette tellement dans un problème qui nous dépasse, nous, en tant que mammifères, de tellement loin, qu'il y en a certains qui sont fatalistes et qui vont grandir et évoluer en société dans la mesure où ils ont déjà. La terre, elle est bousillée, merde. Mais alors, t'as raison. De manière subjective. Il faut parler des trucs on point, comme là on parle de nouvelles énergies, etc. Tu vas parler déjà au commun des mortels, à la chose déjà qui lui fait le plus mal, c'est son portefeuille. Exactement, Tu vas dire voilà comment tu consommes d'énergie, tant. Comme ça d'ailleurs qui communique avec Opassi, c'est pour baisser la facture tout simplement des énergies. Tu baisses sa facture, après dans l'ensemble, tu avances le truc, et sachez aussi que vous êtes une pièce du puzzle qui va faire que dans l'absolu par rapport à ce qui se passe dans la planète à grande échelle. Mais il ne faut pas commencer par être le super large, parce que c'est limite, c'est mystique pour plein de gens, man. D'accord. Okay. Voilà. Bon, je voulais aussi parler en fait de la scène artistique à Marrakech, parce que je trouve qu'on a de la chance en fait d'avoir autant d'artistes à Marrakech, de tous les styles. Il y a des danseurs, des peintres, des sculpteurs, alors c'est incroyable. Je sais pas si tu as là en particulier qui te plaisent, ou bien des galeries d'art. Plein. Là, si je commence à mentionner, il faut que je mentionne tout le monde. L'effervescence est là. Franchement, je trouve ça génial. En fait, j'essaie de penser à un moyen, peut-être de mettre en contact les artistes, ou au moins de mettre un endroit où on peut, par exemple, mettre en vente les œuvres plus facilement. C'est-à-dire qu'on peut se voir comme un catalogue géant. Par exemple, il y a un site internet international qui s'appelle Artsper, qui met en vente des œuvres à l'international. Et je trouve ça serait vraiment intéressant de l'avoir à Marrakech pour avoir peut-être une meilleure idée de ce qui se passe. Parce qu'il y a des artistes vraiment exceptionnels. En Bergari, il y a Ikram Koubaj. Franchement, je trouve ça génial. Et encore beaucoup plus des gens qui sont très peu connus et qui ont aussi un talent énorme. Gros big up à Pauline qui fait des trucs avec du matériel recyclé. Tout ce qui est un peu recyclage, bricolage, truc avec ce qui existe déjà, je trouve ça trop cool. En récup, déjà, t'as Zbel Manifesto, man. Zbel Manifesto, je connais pas. Ouais, arrête, Rizlen, Sliman et Katia, Tmen Zin. Non, je connais pas, la honte. Oh shit. En 2014, déjà, ils ont fait, pendant la biennale, un Zbel Manifesto, ils ont pris plein de poubelles, auxquelles on est très habitué à le Maghreb, les emballages en carton, les canettes, le Mika, etc. Ouais. Ils ont habillé tout un appartement avec. Ils ont tout fait, en fait. Tu rentres dans l'appart, salon, le beat, salle à manger. Tout en Zbel. Même mal, tu mets sur internet, Zbel Manifesto. Zbel Manifesto à checker. 2016, ils ont refait aussi un autre truc pendant la biennale. Ils ont fait un truc au musée Mohamed VI à Rabat. Ils avaient une chambre dédiée à eux qu'ils ont fait en mode Zbel Manifesto. Ils font plein de super trucs. Et c'est des trucs aussi qui poussent à réfléchir. Ouais, grave. Tu as le collectif aussi Zéro Zbel. Parce que bon, après il y a Récup et il y a les manifestations qui vont pousser à une prise de conscience entre guillemets, etc. Ouais. Moi, en parlant de Zbel, je trouve que la ville est de plus en plus propre. Déjà que la différence entre les Tekmed et deux Richebourg, je trouve qu'il y a vraiment une différence assez flagrante dans l'état des rues en fait. Beaucoup moins de Zbel dans la rue. Des poubelles installées depuis la COP22, ça c'est vraiment un gros plus. Donc voilà, franchement moi je félicite parce que ça c'est un truc qui m'a choqué le plus quand je suis revenu de France, c'était la propreté, tu vois. Genre en France, il n'y a pas une crotte de nez dans la rue, tu vois. C'est vraiment clean. Alors qu'ici, tu vois, il y a des trucs vraiment... Et c'est vraiment dans la tête des gens, je me suis rendu compte des gens qui ont en fait pas l'habitude de jeter les horreurs dans les poubelles, qui jettent les trucs comme ça dans la rue, qui pensent que c'est normal. Et voilà, alhamdoulilah, c'est en train de changer petit à petit. On a une ville de plus en plus propre, alhamdoulilah, ça me fait plaisir. Mais il y a encore, c'est que le début. On a encore beaucoup à faire, c'est clair. On a une ville de moins en moins sale. On a une ville de moins en moins sale, mais c'est vrai qu'on a encore un gros problème de saleté. Par exemple, le barrage, récemment je suis allé à la Second Coast, maintenant qu'il est en train de se vider de ouf, c'est incroyable le nombre d'ordures qu'il y a au fond du barrage, c'est dégueulasse. Ça, j'étais allé pour l'événement Eco Trail, et à un moment on a dû passer par le truc, et c'est vraiment waouh!
comment, je me dis comment ils ont fait les gens pour mettre autant d'ordures là-dedans, genre. C'est partout dans le Maroc. Partout. Nous, on va par exemple, on va surfer, on fait du snowboard, du long skate, etc. Et des fois, tu es tout content d'accueillir quelqu'un de l'étranger et tout. Yo man, dude, I'm totally gonna take you to Imswan, man. It's kick-ass. Donc toi, tu vas, tu es omnibulé, tu arrives en haut de la falaise, tu me dis c'est là-bas, c'est là-bas, là, c'est là-bas, tu as une vague qui sort ici, ça, papa. Quand tu descends sur la plage, nous, on a tellement... On le côtoie au quotidien, on le voit plus. Et après, le gars, il t'arrête et le premier truc, tu dis, oh, dude, what do you think about it? C'est que le gars. Et le gars, en fait, il regarde autour de lui, il regarde même pas le bhar. Et c'est là que tu dis, fuck. Et il te regarde, il fait, yeah, man, it's too bad, man, it's kind of dirty. Et tu dis, wow, dirty, mais c'est vrai, man, mais moi, à force de passer à côté de tout ça. Moi, nous, des fois, là, je mets, tu sais où est-ce que j'en suis arrivé quand il y a un moment, par exemple, je voyais quelqu'un jeter quelque chose dans la rue, je le ramassais, je lui redonnais. Comme typiquement, Bekat le garou, il fait tac, il la jette. Pareil, moi, tu rattrapes Royatan, mais en fin de compte, non. En fin de compte, tu sais quoi, quand la personne va jeter le truc dans la rue devant tout le monde, tu vas le rattraper sans que lui, il le voit. Et tu vas aller chercher le truc le plus proche et tu vas le jeter. Et au lieu d'essayer de trarrer une personne, peut-être qu'il y en a 10 autour de toi qui vont voir le geste que tu as fait et qui vont peut-être le répliquer. C'est clair, donner l'exemple. Mais tu peux pas trarrer. Ouf! Je commence à avoir chaud de ouf! Ah! Normalement, ça devrait être mieux. Alright. Voilà, donc vraiment très content que la ville soit de plus en plus propre, mais bon, on a encore beaucoup à faire, c'est clair. Partout dans le monde, en fait, des initiatives qui se lancent. Tu vois souvent cette pub sur Facebook des gens qui nettoient l'océan. C'est tellement dégueulasse. Et voilà, bon, j'espère. C'est David. Je sais pas, je connais pas. Bref, bravo, big up à tous les gens qui font un effort pour ça, parce que c'est clair, faut que ça change. Donc là, je vais passer à une partie interview pour Nabil Skilibong. J'ai des questions très précises, parce que voilà, je le connais depuis assez longtemps, mais je me suis rendu compte que je ne le connaissais pas assez bien. Donc voilà, première question, Nabil Skilibong, d'où ça vient ce nom de Nabil et Skilibong? Tu vois, en fait, ça a commencé par Skilimi, ça a commencé par Skirimini. On était en cours, on avait, je pense, 13-14 ans, au collège à Victor Hugo. À un moment, il y a le fond de la classe qui explose de rire. Moi, je sais tout le temps, les profs, ils mettaient tout le temps devant. Je fous pas la merde à la rire. Il rigole et la prof, elle arrête le cours. Elle fait non, ça y est, tout de suite, vous allez vous lever tout de suite, vous allez me dire pourquoi vous rigolez. Faites-nous rire tous. Ils disent là, juste on a trouvé un surnom pour Nabil. J'étais tout petit, maigre et chétif. Moi, j'ai grandi. T'as dit que ça se dit, ça t'arrête que elle dit, elle se met au Skirimini. Skirimini Fashion Design. Voilà, ils ont un peu rigolé et tout. Et tu la prof, Madame Bouzaïd, prof d'arabe, salam alaikum. Ah yeah. Elle s'en est souvenue. En fait, une semaine après, personne n'en parlait. Et elle, quand elle a fait l'appel, elle vient faire l'appel, elle fait Ni Soufiane, présent. Et au lieu de dire Himdawi Nabil, elle dit Skirimini Fashion Design. Et depuis, c'est du jour, ça a collé. Après, c'est devenu Skirimini. Après, le R, c'était trop lourd, c'est devenu un L, Skirimini. Et après, comme j'ai grandi, ben, j'étais plus mini, c'est devenu Skili. Excellent, c'est ça la story. Ouais. Trop drôle. Skili. Donc, je voulais te demander, comme tu as vécu à l'étranger, tu as eu la chance de vivre aux États-Unis, en France aussi, je pense. C'est quoi les J'ai eu la chance de vivre au Maroc aussi. La chance de vivre au Maroc, c'est quoi les grosses différences c'est-à-dire, c'est quoi la grosse différence entre vivre à l'étranger et vivre au Maroc selon toi? Wow, quelle question vaste, man. Il y en a beaucoup. La grande différence, man, different folks, different strokes. C'est juste dépendamment de là où tu vis. Tu sais quoi, il y a un bouquin, c'est très facile à lire. Ouais. Que ma meilleure amie d'enfance, Alisna, a partagé avec moi. Il s'appelle Au-delà de la culture, Beyond Culture, de Edward T. Hall, qui te montre en fait que le fait de n'être exposé qu'à une seule culture va te conditionner dans ta manière de réfléchir et d'aborder certaines problématiques, etc., même dans la mesure où c'est des choses qui te sont loin et tu essaies de sentir de l'empathie pour une autre culture. Si tu n'as côtoyé qu'une seule culture, tu seras biaisé d'une manière ou d'une autre dans ta manière même de sentir de l'empathie pour une culture qui t'est différente, pour essayer de te mettre un peu dans leur peau, entre guillemets. La plus grande richesse que tu peux offrir à l'homme, c'est pas de comprendre des cultures, mais d'assimiler des cultures. Je suis né en France, j'ai grandi au Maroc, j'ai longtemps renié mon côté marocain parce que j'étais en mode... Peut-être que la question était un peu vaste, peut-être que j'aurais dû demander en fait la différence spécifique entre la France et le Maroc, entre vivre en France et vivre au Maroc. Est-ce que Quand t'es gamin, c'est limite kiff-kiff. Ouais. La vérité.
on va pas parler de l'infrastructure, etc., mais on a grandi au Maroc, plus que francophone, on a grandi francisant. Avec nos petites habitudes, les années 90, Guélis, déjà, Noël, tu avais des Papa Noël partout. Je me suis assis sur plus de journaux de Papa Noël au Maroc que les Galeries Lafayette. Ah oui, c'est sans équivoque, ça commence à se perdre un peu, mais quand même. Et tu avais toutes les vitrines qui mettaient bonne année, 94, 95, c'était vachement cool. Trop drôle. Donc avec la France, pas trop différent. Avec l'Amérique, par exemple, avec les États-Unis. Américaine, c'est dur parce que Américaine, plus qu'en Europe, tu es constamment rappelé que tu viens d'ailleurs. Dépendamment, à part New York, parce qu'il y a New York et il y a Américaine. Ok. C'est deux mondes. Même l'américain lambda te le dira. Tu as New York, tu as tout le reste des States. Tu peux pas comparer New York et Chicago et Miami. Rien à voir. Rien à voir. Je ne vais parler que de ce que je connais. Je trouve pas qu'il y a plus un dynamisme beaucoup plus intense, je sais pas, aux États-Unis. New York est un melting pot. Tout le reste des States, la notion de ghetto déjà, elle a démarré aux États-Unis. C'est là où ça a réellement commencé, la stratification en fonction de ta race. Tu vois ce que je veux dire? Dude, it's fucking crazy. La notion de ghetto mexicain, la notion de Chinatown, c'est des gens qui ne parlent que dans leur langue entre eux, un peu comme ce qui se passe un peu en Europe, mais malheureusement c'est submergé que les Arabes, les HLM, la banlieue, là-bas c'est toutes les races. Elles ont leur ghetto, man. Tu as le centre de la ville qui regroupe plus ou moins tout le monde, mais tu as les bulles qui sont réellement des ghettos. Le ghetto, tu as les blacks à Sahbira, c'est dur. Miami, j'ai vécu en Floride un certain nombre d'années. Ouais. Tu vas à Miami, tu es en mode à l'époque, c'était Will Smith, welcome to Miami, bienvenue. Welcome to Miami Beach. Welcome. On Ocean Drive, dès que tu traverses le pont de Miami Beach et que tu vas au vrai Miami, qu'est-ce que tu veux que je te dise, man? C'est unsafe. Tu as plein d'endroits, tu as plein de ghettos, plein de neighborhoods. Si tu ressens que tu as une certaine dégaine, peut-être tu vas pas t'arrêter au feu rouge à une certaine heure de la nuit, et je te parle extra sérieusement, j'exagère même pas. Tu as des endroits où est-ce que tu peux pas accéder à pied. Miami is a tough city, man. Donc, Miami, c'est vraiment, donc en fait, on a une image des États-Unis qui est biaisée sûrement avec les médias. Et quand on va sur place, c'est une vérité qui est plus dure. Moi, je vais parler de ce que je connais, parce que c'est pas comme si je suis resté là-bas et mes parents ils me payaient les études, etc. Je suis parti là-bas, j'avais la chance, j'avais 16 ans. Quand j'ai arrivé à 18 ans, j'ai repris ma carte nationale à l'ambassade là-bas à New York. J'ai eu un numéro de sécurité sociale, un permis de travail que je renouvelais tous les ans. J'ai commencé un peu l'université, après j'ai tout laissé tomber et j'ai juste bossé. J'ai bossé, j'ai fait du skate, je faisais de la pêche et la fête. Et je me baladais, j'avais mon pick-up et je faisais des métiers de construction, etc. J'ai bossé après les ouragans en Floride, j'ai bossé après Francis, après Jean, après Katrina. J'ai beaucoup bossé Nate. Et après j'ai fini technicien auto. Mais bref, donc j'ai vécu l'américain le vrai. Donc moi je te donne cette vision. Quand tu y vas avec ton argent, tu sais ce que tu peux choisir et tu vas choisir là où tu vas. Quand tu veux vivre comme l'américain lambda en fonction de où tu es né, de ta race, du voisinage, etc. As soon as tu es né dans un certain contexte, tu es automatiquement conditionné à ce qu'il y ait de fortes chances à ce que tu deviennes un certain type de personne. D'accord. C'était conditionné, mon frère. Interesting. C'est ouf. Mais c'est un pays super. J'adore les Américains. Les Américains. Le système américain, c'est pas le meilleur. C'est loin. C'est pas le meilleur. Le système américain, c'est pas le meilleur. Mais ça produit des personnalités assez extraordinaires. Mais ces personnalités, là, en majorité, se ressemblent toutes. Il y a beaucoup de points communs. Quel genre de personnalité alors? Donne-moi des exemples. Moi, je pense surtout aux grands, genre Gary Vee, Elon Musk. Ouais. Tu vois, Steve Jobs, que tout le monde connaît. Oui, Elon Musk, les Américains que je connais. Les d'Afrique du Sud. Tu parles alors d'Américain de la plateforme pour s'épanouir ou tu parles d'Américain qui produit des gens? Parce que Elon Musk qui vient de Smith ou d'Afrique du Sud. Ouais, c'est vrai que il y a des gens extraordinaires partout, mais par exemple, même les Américains que je connais ici à Marrakech sont des gens vraiment assez extraordinaires. Bon, il y a Erin que tu connais, mais aussi Rachel Jessie.
qui était un peu une star aux États-Unis, qui était danseuse du feu, qui faisait des spectacles, qui maintenant se reconvertit dans la permaculture. Je trouve que c'est des gens qui ont une éthique de ouf, qui font du sport, qui restent healthy, elle est vegan. Je connaissais aussi Julie Krokovitz qui vient de Hollywood. Elle m'a dit pareil que Hollywood, on fantasise ce que c'est, mais sur place, il y a beaucoup de mendiants et tout. Bon bref, et je trouve que les gens, ils ont vraiment, je sais pas, une envie de réussir, ils sont vraiment, ou peut-être ils voient qu'est-ce qui est possible, c'est-à-dire qu'ils voient qu'ils peuvent aller très loin, alors qu'il y a des gens ici peut-être qui sont même pas au courant qu'ils peuvent voler quoi. Mais c'est des bosseurs aussi, américains. Je crois que ouais, je crois que c'est des bosseurs, ouais. La vérité. C'est dit que les tigres, American Dream, plus tu bosses, plus tu gagnes. Voilà. Moi, c'est pas nécessaire. Ouais, c'est des bosseurs. Moi, ça convient pas à tout le monde, et ça veut pas dire que c'est le truc idéal. T'as plein de pays scandinaves. Mais on peut dire aussi que les Coréens, c'est des bosseurs. Les Japonais, c'est des bosseurs. Ouais. Bon, bref, en gros, on n'y est pas au Maroc, c'est ça, on n'est pas encore à ce niveau. Bon, bref, moi j'ai une question sur les TED Talks, parce que j'adore les TED Talks, j'en ai regardé, je sais pas, des centaines. Est-ce que tu as une favorite TED Talk ou quelques favorites? J'adore le mien. Moi, ça s'appelle déjà Dare to Question. Le thème général, c'était Dare to Question, et le thème que j'ai choisi, c'est Dare to Question the Face of Identity. Donc j'ai remis en question le visage identitaire par rapport justement à ces bourlingages, d'avoir grandi au Maroc, étant né en France, aller à l'école privée à France, la mission. Right. Ensuite aller aux États-Unis à 16 ans, le 11 septembre, après on me rappelle que je suis arabe, que je suis musulman. Après le fait que j'ai commencé à revendiquer mon côté africain. Checker ce TED Talk. T'en as pas d'autres? Fouzi Ibn Saidi. Ouais. Le TED Talk de Fouzi Ibn Saidi est juste super sur l'image, sur le film et l'industrie du film et comment ça a évolué, etc. D'accord. Vachement cool. Après, je ne te cacherai pas que je regarde pas beaucoup de TED Talks. Je vais au TEDx Marrakech, j'adore. Je glane des trucs, je vois quelques têtes par-ci par-là, mais je suis pas en mode fanatique ou bien abonné à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, etc. etc. Moi non plus, mais bon, tu vois, celles les plus vues, franchement, c'est parce qu'il y a une raison, c'est parce que vraiment il y a de la valeur dedans. C'est top. Il y a le gars là qui fait de la musique expérimentale avec les gros cheveux, comment il s'appelle? Il est weird. Oh man, il a de la performance musicale de psychopathe sur TED. Mais voilà, bon, après je vois des trucs, le contenu me marque, mais je vais pas nécessairement me rappeler te dire Moi j'ai fait une playlist sur Conférence Maroc avec des vidéos que je trouve importantes et il y a beaucoup de TED Talk dedans. Une de mes favorites c'est Start With Why de Simon Sinek. How to Speak So People Want to Listen de Julian Treasure. Il y en a une autre sur les insectes, des photos énormes d'insectes. Il y a vraiment, franchement, on trouve de l'information qui est tellement pointue, et tellement facile à digérer que je trouve que c'est vraiment criminel de ne pas profiter de ça, tu vois. Donc voilà, TED Talk, j'espérais que tu m'en sortes plus, mais là, non, c'est un peu la loose. Non, tu sais quoi, moi, je suis allergique à tout ce qui... Dès lors que c'est un truc qui buzz grave et que les gens ils disent faut que tu regardes, moi ça me refroidit automatiquement. Comme Game of Thrones. C'est vrai? J'ai vraiment essayé très dur. C'est une tuerie Game of Thrones, mec. Je sais, mais j'arrive pas. J'ai fait 20 minutes du premier épisode 3 fois d'affilée. What? Et je m'endors ou je lâche et ouais, quand tu fais épisode 2, tu vas voir. Non. Bon, j'ai une question, c'est quoi leuse, mec? Tu dis toujours c'est leuse. C'est quoi dire quoi de leuse? Leuse, pour moi c'est la quintessence. Ouais. Une boîte en plus s'appelle comme ça à Casa. Ouais, la quintessence. La quintessence, leuse. C'est mieux que le cacao, c'est plus cher. D'accord. Et c'est un oléagineux qui te donne une huile très Excellent, putain, je pensais pas que c'était aussi littéral. Leuse. Ouais, je pensais leuse, voilà quelqu'un leuse. C'est quelqu'un. C'est au top. C'est la quintessence de leuse. Ah, excellent. Bon, alors c'est quoi tes ambitions pour 2018? Est-ce que tu as des objectifs précis, quelque chose que tu aimerais atteindre? Survivre. Ouais. Rester vivant. C'est magnifique. De vivre jusqu'à 2019 déjà. 2026 ensuite. Ouais. Et après 2050 serait pas mal. D'accord. J'imagine là dans c'est très terre à terre. Ah oui. Je te jure que le simple fait de te réveiller, d'être en bonne santé, de pouvoir comme ça discuter, soit de tout c'est la merde, soit de ouais c'est au top. Ouais. Rien que ça c'est une richesse, c'est une chance, c'est clair. Et après,
Ben, objectif principal, bien lancer ma web TV et pouvoir créer du contenu là où je vais et que je vis des trucs. Parce que je vis en fait plein de trucs et j'ai arrêté. J'ai passé une cure de désintox sans smartphone pendant presque un an. Je viens de me remettre au smartphone il n'y a pas longtemps. Instagram, là je commence à refaire des vidéos, à les poster, etc. Je trouve que c'est dommage de ne pas partager plein de trucs que je fais qui sont vraiment la raison profonde de mon bien-être. Si je suis joyeux, c'est parce que je suis entouré de gens top et que je vis des trucs top. T'as trop raison. Et c'est ça qui me rend... Et les gens après me disent t'es top. Et c'est viral, mec, ça se voit la bonne humeur en vidéo. C'est pour ça aussi que je fais des... J'aime poster des vidéos parce que tu peux vraiment transmettre des émotions, des bonnes vibes. Tu peux transmettre des bonnes vibes différées, tu vois. Tu fais la vidéo un moment, tu la postes après, et les gens reçoivent la bonne vibe 5 ans plus tard, c'est vraiment quelque chose. Donc super, moi je te souhaite le succès pour ta web TV. Franchement, c'est top. Moi j'encourage les gens qui ont vraiment du talent à Marrakech de se lancer dans la vidéo parce que c'est encore vierge. Franchement, il y a encore très peu de contenu qui sort. Et voilà, bon, lui qui se lance, et moi je trouve que c'est évident. Moi je pense qu'il aurait dû le faire il y a je sais pas combien de temps. Donc ouais, là, j'ai trop fait de la... Là j'ai une question. C'est quoi, pourquoi tu as arrêté le smartphone pendant un an? C'est quoi la raison? J'ai déjà une longue histoire avec les smartphones. J'ai pas envie de dire de conneries, mais si je te dis que j'ai perdu 40 téléphones, ce n'est pas une exagération. Waouh, sérieux? Ah oui, j'ai eu une sale période. J'ai déjà perdu 2 téléphones 2 jours consécutifs. J'ai déjà perdu un téléphone qui ne m'appartenait pas. C'est des signes, tu te dis c'est pas pour moi ces trucs. J'ai perdu des téléphones en moins de 24 heures et je te dis des téléphones. J'ai perdu des téléphones, j'ai même pas encore enlevé le film protecteur que je l'ai perdu, des téléphones le jour même où je l'achète. Ah là là, j'étais horrible. J'ai des accessoires là, à part mes fringues, heureusement que je les porte, j'avais du mal. C'est trop à l'ouest, moi je pensais que c'était une raison par rapport à pour essayer de se déconnecter, non, pour être plus... Ça a commencé par ça. Après j'ai arrêté de perdre le téléphone. Je m'attrassais un petit peu. Ouais. Tu vois le délire? T'as ramassé ta tête. Ouais, en 2015 à peu près. Bon, j'ai repris. Je prenais plus que des téléphones de merde à force de perdre des smartphones, des trucs à 5-6 000 dirhams, ça y est, j'en avais marre. Et c'est pas j'en avais marre, je fais le risque. Je pouvais plus fournir l'argent pour reprendre des smartphones, man. Après, j'ai refait le pas, j'ai pris le petit iPhone. Bien, je voyage avec, je fais des photos, des trucs, c'était cool. Après, ben, je l'ai paumé à Barcelone au Sonar. J'ai paumé l'année dernière. Et quand Rack Électronique s'est créé. Donc quand on est rentré à Marrakech, par mon associé Diego, il me dit ouais putain avec une fois de plus, tu as perdu ton téléphone. Je lui dis écoute, man, on est associés, toi tu gères le WhatsApp, les réseaux sociaux, moi téléphone normal, a dit. Et ça m'a permis de voir plus le ciel, de corriger ma posture. Je pense que c'est des bobards, mais mec, quand tu marches, etc., et que tu as constamment la tête sur ton smartphone, même ta respiration, elle change. Tu commences à respirer du ventre et tout, c'est bizarre. Ouais, quand tu n'as pas de smartphone, tu es juste concentré, tu vois plus vers le haut. Tu respires vers le haut, ta posture, elle est mieux. Rien que ça. Une deuxième chose, la manière dont tu te réveilles le matin ou que tu te réveilles la nuit pour aller voir un truc, etc. Des fois, tu dors. Des fois tu dors, tu as des vibrations fantômes, tu entends je devrais checker, allez, je fais comme ça, tac, en fin de compte il n'y a rien. Il y a une notification tu te réveilles le matin, tu te réveilles, tu éteins ton réveil, tu commences ta petite routine, ta douche et tout, c'est pas un moment dès que tu es choulé, tu vas aller voir les notifs ou tu vas balancer un truc, tu écoutes peut-être un petit son, de la petite musique et tout, tu vis mieux. Et après, qu'est-ce que tu penses de maintenant des gens Bon, j'ai beaucoup d'amis qui ont quitté Facebook, tu vois, qui disent ouais, c'est un peu. En fait, j'affiche ma vie, peut-être. En fait, ils veulent se déconnecter. Il y a moi, je comprends pas trop parce que je trouve que c'est une opportunité énorme. C'est une chance. Franchement, on a tous la chance d'être comme une agence de médias, chacun d'entre nous. Mais il y a des gens peut-être qui pensent que c'est un peu trop, qui se disent qu'ils aimeraient être plus tranquilles. Moi, je trouve que quitter Facebook est un effet de mode. Ouais. Toi, tu l'as bien dit, on est tous quelque peu une agence de médias. Il y a beaucoup de gens, quand je les croise, ils me disent ouais mec, ça fait longtemps mais ça fait plaisir de te bec sur Facebook. Ouais. Après, le fait qu'ils pensent que je dévoile ma vie sur Facebook et qu'ils keep in touch, moi ça me fait sourire parce que moi j'ai toujours dit... Ils croient qu'ils te suivent, en fait ils voient genre 0,5% de ta life. Facebook c'est une vitrine, je ne vais jamais partager un état d'âme négatif, je ne vais jamais partager juste un truc pour partager le truc. C'est soit tu vas divertir ou véhiculer un truc important ou véhiculer du positif. À une époque aussi, je partageais quand il y avait un truc négatif dans le monde ou bon, d'un attentat ou des trucs.
Même ça, j'ai arrêté de le partager, mon frère. Ouais, tu sais quoi? Dans le plus. Ça doit être une vitrine de positif ou une vitrine enrichissante. Donc même si tu vas partager un truc négatif, il faut que ça te feed. Et après, j'ai remarqué quand je suis rentré des États-Unis 2007-2008, je demandais des news des anciens potes et tout. Waouh, c'est trop le Facebook, trop le Facebook. Moi, j'étais sur MySpace à l'époque. Je faisais du rap. Je suis encore, moi, je vis hip-hop. Je suis rappeur, même si j'écris plus de texte, mais man, hip-hop. Right. J'avais un MySpace et je rentre Facebook, il faut, je rentre dessus. Après, tu te retrouves, c'est plus fort que toi. Tu commences à défiler, tu vois les gens. Qui a liké ça, qui a fait ça. Même là, quand je pose des vidéos, des fois j'ai des petits trucs qui me démangent. J'ai envie de voir qui a liké les trucs, mais après, tu te détaches. Une fois que tu te détaches de ça, ça devient une vitrine. C'est clair. Et c'est une fois que tu par exemple, moi j'ai désactivé les notifications pour ne pas être distrait par du Facebook dès qu'il y a des trucs qui se passent que je m'en fous. Donc en fait, j'utilise quand j'en ai besoin et j'essaie de limiter en fait mon temps sur Facebook parce que tu peux rester à scroller des heures et tu te rends pas compte. Donc moi, je fais ce que j'ai à faire sur Facebook. Je me casse direct avant que Facebook m'attrape mes yeux. Tu vois. Ouais, c'est horrible. Donc voilà, j'essaie de l'utiliser avec parcimonie. Mais c'est vrai que ça peut devenir. Il y a des gens qui passent des journées dessus. Tu vois, les pubs Facebook, ça marche du tonnerre parce que justement les gens sont scotchés dessus et voilà. Il y a des gens qui essaient de se déconnecter. Parce qu'on est cerné aussi. Parce que c'est pas que Facebook, le big data, man, c'est ça, c'est le futur, c'est les objets connectés, le big data. Dans la mesure où maintenant, ce n'est pas une base de données Facebook, c'est toutes les données qui existent sur Internet. On parle de Google, de Facebook, de je ne sais quoi, de LinkedIn, de tout, que ce soit un réseau professionnel de divertissement. Ils vont croiser toutes ces informations. Gary Vee dit, il n'y a plus nulle part où ils savent quel film tu kiffes ou un truc du genre. C'est que vraiment maintenant, ils sont arrivés au point où est-ce qu'ils savent comment tu vas réagir dans certaines situations. Ils vont savoir que si le jour un tel il passe devant le magasin un tel, et bien si à cette période on a matraqué ça, on est sûr à 90% qu'il va rentrer dans ce magasin. Ouais. Si tu envoies quelqu'un toquer à sa porte et lui dit de voter pour un tel parce que ceci, cela, sache que même s'il a liké la page de l'autre candidat présidentiel, il suffit juste de lui présenter ces éléments de visu en porte-à-porte et tac. Donc cette polémique, ouais, Trump, ouais, non, c'est pas des conneries, man. Donc François Hollande aussi, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est qu'ils en sont arrivés à un niveau de profiling de l'individu plus que nous, on ne peut même concevoir. Facebook reconnaît automatiquement les portraits, les visages des gens, tu vois. Quand tu postes des photos, il reconnaît les visages. Et en fait, je pensais que c'était... En fait, c'est récent, c'est de l'intelligence artificielle, parce qu'on a entraîné Facebook, quand on tag nos amis, on entraîne Facebook à comprendre les visages. Bon, c'est vrai que c'est incroyable ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. C'est une technologie qui existe il y a assez longtemps. J'avais fait un événement, j'ai pas envie de le nommer peut-être pour pas dire quel procédé ils utilisent, mais c'est un truc international, c'était à l'étranger. Il y avait des chefs d'État, des ministres, etc. Et en fait, j'avais remarqué quelqu'un qui passe, et quand on est tous assis dans la salle plénière, déjà tu rentres jusqu'à ton badge 2 fois, etc. Une fois que tout le monde est posé, avant que le truc débute, il y a un gars qui va passer avec un iPad et qui vient en fait et moi je le voyais passer et en fait il a zigzagué et je pensais en fait qu'il filme et je me dis pourquoi il filme tout le public. En fait il venait, il scannait tous les visages les gens. Au cas où il se passe quoi que ce soit, au cas où il se passe une testicule, et ben sache que ils ont scanné tous les visages et qu'ils peuvent croiser ça et détecter automatiquement c'est qui cette gueule, wesh ma gueule. Tu vois le délire, c'est top, c'est magnifique. Bon, alors c'est quoi, moi j'ai une question festival, parce que je suis un grand fan de la teuf, c'est quoi le meilleur festival que tu as fait? C'est le best. Pour moi, pour l'instant, c'est Lost Theory, sûrement parce que j'en ai pas fait beaucoup. Lost Theory et Existence, qui n'existe plus là. Inexistence. C'est dur, chaque festival son cachet, mon frère. Mais je sais pas, dans un esprit un peu roots, etc., on va dire tu as les medieval gatherings ou là les rainbow gatherings en Ah yes, il y en a un qui est au Maroc. Il y en a un qui a été fait à Mohamed dans le désert. Ouais. Rainbow gathering. C'est sympa parce qu'en fait eux c'est des gens limite ils sont en roulotte mec. C'est des hippies c'est clair. Ouais, t'as un hippie. Ils viennent en hitchhiking. Moi j'ai rencontré un hitchhiker à justement la Rainbow gathering l'année dernière à Mohamed. Il m'a dit en 3 semaines il a dépensé 20 €. Ça m'a choqué, je me dis waouh! En fait ils vivent de presque rien, tu vois, le déplacement, ils font du hitchhike. Ils bouffent genre des légumes, des fruits, ça coûte presque rien. Genre de l'aide, c'est tout. Et ils sont hyper heureux, ils sont contents, ils te font des câlins et tout, ils sont heureux, ils font de la musique et tout. C'est vrai que c'est assez inspirant de voir des gens vivre comme ça.
Et c'est cool, t'as même les trucs, les rendez-vous de l'époque médiévale où est-ce que tout le monde il est habillé en gens de l'époque, des années 1400, 1500. On a fait de la joute, en fait, un grand kayak. La joute? Ouais, t'as 2 kayaks dans la rivière. Et tu fais de la joute en kayak et tout le monde y rame. Et toi, t'es comme ça sur le truc. Ouais. La meilleure, excellent. Et ça, c'était super. Ça, le nom de ce truc? C'était West Lafayette, Indiana. Comment il s'appelait le truc de un truc fest. Tu ramènes tes petites tentes et tout le monde là-bas, tu te sens dans un temps médiéval. Ouais. Et tu as même les swordsmiths et all that, les forgerons. Ouais, ils préparent des glaives et tout. Et il y en a qui vont parler dans le langage. Oh là là, c'est un délire. Ça, j'ai kiffé. Après, festival, ouf. Festival, pour moi, il doit y avoir un cachet. Si on parle du Maroc, par exemple, Atlas Électronique, pour moi, c'est un festival. Ouais. Dans le sens où il y a différentes prestations artistiques, dont la musique. On va dire un Oasis, par exemple, ou bien un Sonar, mais le Sonar On, pas le Sonar Off, c'est plus de la teuf, c'est du concert. T'es pas vraiment dans un esprit. Pour moi, un festival, il faut que ce soit pluridisciplinaire et il faut que ce soit around the clock. Mais par exemple, on va prendre Ozfest, par exemple. Ozfest, moi à la base, quand j'étais aux États-Unis, même si j'étais en mode rap, hip-hop et tout, je partais beaucoup de trucs de métal, de rock, etc. Oh, mon groupe préféré déjà, c'est Tool. Et bon, Radiohead, mais ça c'est un peu plus soft. Mais du Rob Zombie, Alice Cooper, etc. Mais bref. Et à la stade, je crois qu'on est en train de déborder en fait. Et donc on va passer à la dernière partie du podcast. Je voulais recommander les meilleures vidéos au Maroc. Est-ce que tu as des idées des meilleures vidéos? Sdrati. Simo Sdrati, c'est clair. Putain, oh là là. Elle a à mourir de rire. Les podcasts de Simo Sdrati, c'est à mourir de rire. Je pas réfléchi 2 fois. C'est de la fac, ouais. Moi j'adore aussi les vlogs de Taha Essou qui est en train d'exploser en ce moment. C'est un des mecs les plus charismatiques, je trouve. Et aussi, en fait, il a vraiment un style dans sa manière de filmer, sa manière de monter les vidéos. Donc voilà, je pense, moi je félicite. Il y a une époque, je regardais beaucoup les vidéos de Karim Kanout. Franchement, bravo pour la motivation, les tips et tout. Et voilà, en fait, voilà, t'en as d'autres? D'autres ideas? Je viens de lancer ma web TV, Nabil Skili. Ouais, il y a 2 volets. Il y a un volet en anglais. En fait, tout ce que je veux faire au Maroc, je veux m'adresser en anglais essentiellement pour un peu s'éloigner des clichés stéréotypes par rapport aux gens de l'hémisphère nord qui ne sont pas d'ici. Ouais. Dans la mesure où vous ne venez pas que pour les chameaux et les palmiers et le thé à la menthe. Il y a beaucoup de trucs que vous ne pensiez pas étaient là et qui font que les gens, des fois, ils sont scotchés quand ils viennent ici, ils découvrent tout ce genre de trucs. Ah, sympa. Et voilà. Et je vais lancer une deuxième partie de vidéo blogging, un truc en dérija, un peu comme ce que j'avais fait là au Brésil pendant la Coupe du Monde et tout, juste un truc à la baba cool, un peu comme ce qu'on est en train de faire. Tu te balades, tu parles, faut que je franchisse le pan. Et voilà, mais ouais, mais Sdrati, j'ai vraiment. Il y a un style, le montage. Il aime Kaboul. Mais maintenant, la dégaine, le personnage en lui-même, après le montage, c'est un savoir-faire, mais il y a d'abord le savoir-être. Et il faut qu'en fonction de ta savoir-être, tu saches quel type de truc tu es le plus apte à véhiculer et à intercepter le maximum de gens. Ceci dit, donc j'adorais en prendre du poil de la bête de ce que je viens de formuler. Mais ouais, c'est du travail, man. Alright, bonne suggestion. Yeah. Et là, bon, on va vous dire au revoir. J'espère que ça vous a plu. Donc laissez-nous, dites-nous ce que vous avez pensé du podcast. Où est-ce qu'on peut te trouver, Nabil Skili? Bon, c'est quoi tes contacts? Lien, YouTube, Instagram. 5 lotissements, Lallahia, Targam, Marrakech. Ouais. Non, ouais. Instagram, Nabil Skili, NABIL-SKILY. Je vais le noter. Facebook, Nabil Skili aussi. C'est ma page. Ah ouais, c'est cool. Et YouTube, bientôt Nabil Skili, mais j'ai pas assez d'abonnés sur YouTube pour choisir mon URL. Ah ouais. Donc en passant, si vous voulez bien vous abonner à ma chaîne YouTube, ce serait bien. Pour le moment, on est 8. Yeah. J'adorerais qu'on soit 12. Et bientôt. Ça va venir, t'inquiète, bientôt ça va être fat. Tu vas pas te rendre compte, tu vas dire, wow, putain, on est déjà à 2000. Par contre, mon Facebook perso, c'est facebook.com/Marrakech. Marrakech. Ouais, j'ai remarqué, mec, vraiment. Donc, ouais. Donc, il a choisi, mec. Ouais, tu l'as piqué avant que tout le monde. À la base, je voulais piquer Nabil. Et j'avais mis le réveil. Il y avait déjà quelqu'un qui a piqué Nabil, salopard. Ouais. J'ai mis le réveil et j'ai snoozé une fois de trop. En fait, je me suis dit, c'est quoi du truc aujourd'hui, 10 minutes. Et quand je me suis réveillé, ça faisait à peine 2 minutes qu'ils avaient lancé le truc.
Je fais Nabil, already taken. Et j'ai essayé plein d'autres trucs. Et après, j'ai c'est essayé chaud, Marrakech en anglais. juste un prénom. Bon, bref, moi, c'est mon cas sur YouTube. Vous pouvez trouver des vlogs, des vidéos gaming. Il y a la page Facebook de Cash Lab où on poste la majorité de notre contenu qu'on a fait ici. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Merci d'avoir suivi le podcast. Et à très vite. Salam alaikum, bye bye. Merci mec pour le podcast. Luz. Bravo alaikum, c'était Luz. Ça fait plaisir.